Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche, et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Philosophe, écrivain, observateur du débat d'idées. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. La question de l'antisémitisme après l'agression d'un rabbin vendredi à Neuilly, la situation au Proche-Orient, la politique aussi en France alors que les ambitions des uns et des autres s'aiguisent. Mais d'abord Alain Finkielkraut, la semaine a été marquée par un débat sur la justice, l'autorité, notamment après les débordements et les violences qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain samedi dernier. Dans les colonnes du journal du dimanche, Marine Le Pen s'en prend aujourd'hui au ministre de l'Intérieur. Ouvrez les guillemets, plus rien n'est maîtrisé en France. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Elle en rajoute, fait de la politique ou c'est justifié selon vous ces mots de Marine Le Pen? Alors, deux choses. Bien sûr que Marine Le Pen en rajoute. Elle est affolée par la popularité du ministre de l'Intérieur, donc quelles que soient ses déclarations et les mesures qu'il peut prendre, elle lui tape dessus dans la perspective de 2027. C'est peut-être le jeu, mais ce n'est pas à l'honneur de la politique. Alors maintenant, j'en viens aux émeutes elles-mêmes. La police, certes, a été débordée, mais je veux dire, c'était presque inévitable. Là, je voudrais citer Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, destruction violente, agression gratuite, slogan contre Israël, l'État, la police, le face-à-face entre les deux France prophétisé par Gérard Collomb se produit les soirs de joie collective. Paris, il faut se rendre à l'évidence, Paris ne peut plus être une fête. Voilà ce que j'ai ressenti après ce match magistral que j'ai suivi à la télévision. Ces scènes sont horribles, mais elles se reproduisent à chaque fois. Elles sont horribles, Alain Finkielkraut, et en même temps, puisque au fond, il faut en quelque sorte prendre un petit peu de recul sur derrière les débats qui s'en ont suivi sur la question de la crise de l'autorité. Après des matchs de foot, cela fait plusieurs dizaines d'années qu'on voit ce type de scène. Non. Ah bah écoutez, si, même après la victoire, il y avait aussi des scènes de violence. Très peu les gens sortaient dans la rue. Même en 2000, les gens allaient aux Champs-Élysées sans crainte. Non, il y a quelque chose qui se produit là, d'une violence en effet croissante. Et donc, à juste titre, le ministre de l'Intérieur a parlé de barbare. Vous trouvez que ce mot, il est approprié? Écoutez, Claude Lévi-Strauss, grand théoricien du relativisme culturel, a dit le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Non, non, le mal existe, la barbarie existe, et c'était des actes évidemment barbares. Alors évidemment, on lui est tombé dessus. Manuel Bompard, il déshumanise une partie de la population, et c'est une remarque qui a des relents racistes. Alain Finkielkraut, je ne sais pas si c'est une remarque qui a tel ou tel relent, mais le fait est que dans la définition du mot barbare, il y a la connotation du fait que c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Est-ce que ce mot, il est approprié? Et encore une fois, on peut être incroyablement sévère sur les scènes de violence que l'on a vues, mais est-ce que ce lexique-là, il est approprié? Barbare, ça ne veut pas dire l'étranger. Le barbare peut être un national, peut être un européen. La barbarie, l'Europe le sait, peut venir d'elle-même. Mais là, bien sûr, on nous dit que c'est du racisme. Le journal Le Monde a, dans son article, dans son éditorial sur le meurtre d'Hichem Miraoui dans le Var, a dit que, en effet, il y avait un racisme d'atmosphère dont témoignait la remarque de Bruno Retailleau. Racisme d'atmosphère, qui est l'accusation portée par Olivier Faure, par Olivier Faure, du Parti bien socialiste, sûr. à Bruno Retailleau. Mais ça, c'est très intéressant. Parce que si vous voulez, oui, la plupart des délinquants venaient de la banlieue. C'est clair. On a la preuve, personne ne le discute. Et là, nous nous retrouvons dans la logique du progressisme, la vulgate trousseauiste, selon laquelle, quand un opprimé commet des actes abominables, cela vient originellement
des crimes commis par l'oppresseur. Il y avait une civilisation du péché originel avec les progressistes. On voudrait entrer dans une civilisation du crime originel. Donc on va chercher la cause. Si vous voulez. La cause, c'est toujours, de toute façon, les dominants. C'est toujours les dominants. Et donc, on va vous dire, attention, c'est du racisme, et sinon, on va trouver des excuses. C'est une jeunesse en mal de repère, c'est une jeunesse ghettoisée, etc., etc. Attendez, pardonnez-moi, Alain Finkielkraut. Qui, aujourd'hui, utilise cette excuse sociologique, géographique. La question qu'il y a dans le débat par rapport aux scènes que l'on a vues, c'est les condamner, oui, trouver ces violences insupportables, c'est une chose. En tirer pour autant la conclusion que ces violences iraient formidablement croissantes, qu'on serait dans une sorte d'ensauvagement de la société, pour reprendre les termes, c'est cette question qui se pose. Écoutez, je me souviens du scandale créé par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il a osé parler de sauvageons. Toute la gauche lui est absolument tombée dessus. Et ça, l'ensauvagement de la société, on le voit tous les jours. Et d'ailleurs, c'est un ensauvagement qui va beaucoup plus loin que le problème de la délinquance des banlieues. C'est l'ensauvagement lié au portable. C'est l'ensauvagement, je vous dirais même, peut-être que je vais me faire engueuler sur les réseaux sociaux, mais même des cyclistes. Les cyclistes, c'était un art de vivre. Maintenant, c'est la muflerie qui se déchaîne dans les rues. Donc, vous voyez, l'ensauvagement, ça mérite une analyse. On n'en est pas exactement à l'équivalent des scènes que l'on a vues bien sûr, concernant les cyclistes. Voilà, donc, si vous voulez, on peut quand même réfléchir de manière élargie à la barbarie. Mais, pour en revenir à ce qui nous occupe, vous me dites qui va chercher cette excuse, qui parle en termes de domination. Mais la justice, justement, si vous voulez, elle trouve les circonstances atténuantes aux dominés et elle s'acharne sur ceux qu'elle désigne comme les dominants. Là, on l'a vu tout récemment, après les émeutes, l'avocat général réclame un mandat de dépôt pour des gens qui sont condamnés avec sursis. Et voyez l'ordalie judiciaire de Nicolas Sarkozy, condamné au bracelet électronique, ça c'est quand même très intéressant, pour un acte de corruption qui n'a jamais été commis. Donc, non mais alors attendez, alors là, non mais pardonnez, Alain Finkielkraut, excusez-moi, mais là je trouve que vous mélangez quand même beaucoup. C'est une justice qui précisément progressiste. Donc les dominés sont innocents même quand ils ne sont pas coupables, même quand ils sont coupables. Les dominants sont coupables même quand ils sont innocents. Si vous me permettez, les dominants entre guillemets. Si vous me permettez, et ensuite on va avancer. Dans un instant, je vous interrogerai sur ce qu'a dit par ailleurs le président de la République et la question de la justice. Mais là, vous avez quand même mélangé beaucoup de choses. Non. Il y a eu des peines de prison avec sursis. Il y a aussi eu des peines de prison ferme. Quant à Nicolas Sarkozy, vous pouvez contester la caractérisation de ce qui a été reconnu. Il a été condamné avec épuisement des voies de recours. Dans le cadre de l'affaire. Non, mais attendez, c'était juste il va à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez raison. Il a été condamné pour des conversations privées avec son avocat. Dans le cadre d'un filet dérivant, les juges ne trouveraient rien sur l'affaire libyenne, donc ils ont cherché autre chose. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était, excusez-moi cette expression vulgaire, que dalle. Donc, c'était que dalle, en tout cas, ça a justifié une condamnation en première instance, confirmée en appel, et un pourvoi en cassation qui a été écarté. Voilà simplement pour les faits. Parce que la justice est idéologisée et en plus corporatiste. Bien, ça c'est ce que vous dites sur la. Mais oui, c'est ce que je dis, mais je ne le dis pas. Je ne veux pas vous compromettre. Mais non, mais vous ne me compromettez pas. Et je fais ce soir, Alain Finkielkraut, l'exercice du contradictoire. On parlera dans un instant de la justice et notamment des propositions avancées par le garde des Sceaux. Mais juste avant, il y a ces propos du président de la République dans les colonnes du Parisien qui suscitent beaucoup de réactions depuis hier soir. Emmanuel Macron qui s'exprime sur la question de l'écologie et qui s'en prend, ouvrez les guillemets, à ceux qui voudraient faire oublier le combat pour le climat et préfèrent pendant ce temps-là brainwasher. Ce qui veut dire en bon français opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Voilà ce que dit le président de la République qui semble mettre en balance la question du climat et vise aussi peut-être de cette manière-là certains des membres de son propre gouvernement. Alors, brainwasher de la part d'un président de la République française qui est le parrain par fonction de l'Académie française, je trouve ça pas mal du tout. Il faut le signaler. Mais quoi, parce que c'est un anglicisme, c'est ça?
Bah oui, quand même, brainwashé, quand même. Oui. Je sais pas. Mm. Brainstorming, brainwashé, ça va, ça va. Mm. On a le droit de parler français en France, et c'est un devoir pour le président de la République. Mais ce n'est pas le plus important. Quelques jours auparavant, Emmanuel Macron avait dit que ces émeutes étaient impardonnables et il fallait que justice se fasse. Donc, c'est le problème du en même temps. On dit une chose et immédiatement son contraire. Oui, il y a un grave problème d'immigration en France, près de 500 000 nouvelles entrées par an, difficulté terrible d'intégration, on le sait dans toutes les écoles, et c'est la social-démocratie au Danemark qui a pris le problème de l'immigration à bras le corps pour ralentir. Sur la question de l'immigration, là, le mot utilisé par Emmanuel Macron, c'est à ceux qui disent qu'il y a une invasion. On peut, encore une fois, parler d'immigration, parler des chiffres, des façons dont cette immigration peut être régulée, sans utiliser les termes submersion ou invasion. Et pourquoi? Et si les chiffres que je vous donne sont justes, demandeurs d'asile, immigration légale, plus immigration illégale, oui, on a le droit de parler de submersion migratoire. En tout cas, c'est le problème majeur auquel aujourd'hui est confrontée l'Europe. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans une autre séquence de son en même temps, le savait très bien, puisqu'il a fait voter une loi contre le séparatisme, et puisqu'en plus, il a accepté la divulgation d'un rapport sur l'entrisme islamiste en France. Donc, il faut évidemment distinguer l'islam et l'islamisme, mais cette distinction sera plus facile à faire si l'islamisme ne pénètre pas de manière aussi massive dans notre pays. Mais je reste sur cette phrase du président de la République, puisqu'il est, par exemple, d'ores et déjà critiqué par Marine Le Pen sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au fond, cette phrase-là, elle vous choque? On a un président de la République qui va officier à l'occasion d'un sommet sur les océans organisé par les Nations Unies et considère que certains passent trop de temps à parler des faits divers, de la question migratoire en ces termes, plutôt que de la question du climat. Mais comment considérer que ces émeutes sont un fait divers? Il y a des faits de société. Pour être très précis, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron parle spécifiquement de ce qui s'est passé il y a une semaine, mais il y a d'un débat politique plus général. On appelle faits divers aujourd'hui des faits de société qui révèlent justement cette faille dont parle Vincent Trémollet, cette béance entre les deux France. Donc on ne peut pas continuellement ranger dans la rubrique des faits divers des événements qui révèlent la crise profonde où se trouve dans laquelle est plongée notre nation. Une question encore pour rebondir sur ce qu'on évoquait il y a un instant, sur la question de la justice. Vous avez un garde des Sceaux aujourd'hui qui propose la fin du sursis, qui propose des peines minimales. Et vous avez en réponse le premier président de la Cour de cassation, c'est-à-dire au sommet de l'autorité judiciaire, qui met en garde contre le développement de ce qu'il appelle un populisme anti-judiciaire. Est-ce qu'il y a, Alain Finkielkraut, en France, un populisme anti-judiciaire? Alors, je vais répondre en deux temps. Je suis contre la fin du sursis et contre les peines planchées. Chaque cas doit être jugé pour ce qu'il est. Ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Et la justice, c'est ça. C'est ça. Et c'est la gloire de la justice. Donc les cas doivent être pris un par un. Donc j'y suis opposé. Quant à cette idée de populisme judiciaire, je la récuse complètement. Une partie des magistrats se croit en mission. Sa mission, c'est d'empêcher, d'ailleurs le syndicat de la magistrature l'a dit textuellement, d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et ce faisant... Le syndicat de la magistrature étant très minoritaire parmi les magistrats. Non, parce que l'USM, l'autre union de syndicats, s'aligne de plus en plus sur les positions du syndicat de la magistrature, ce qui n'était pas le cas il y a encore récemment. Mais surtout, cette attitude fait le lit du Rassemblement national. C'est parce que si on voit une justice à ce point timide, alors on se tournera nécessairement vers le parti qui propose des solutions radicales. Et l'inéligibilité de Marine Le Pen va
effectivement servir le Rassemblement national. Les juges, en 2017, ont voulu faire l'élection en évinçant François Fillon. Là, ils ont réussi. J'ai peur qu'en 2027, ils ne réussissent pas. Donc, que le pouvoir judiciaire revienne dans son lit, c'est la meilleure solution pour la démocratie et aussi pour venir à bout de l'extrême droite en France. Là encore, Alain Finkielkraut, vous avez parlé de Marine Le Pen et de sa peine d'inéligibilité prononcée en première instance. Elle a fait appel. Et on a beaucoup parlé sur ce plateau, quoi qu'on en pense, de peine d'inéligibilité qui avait été déclarée quant à d'autres responsables politiques. Et bien sûr. Je voudrais, Alain Finkielkraut, visiblement je ne vous convainc pas, mais ce n'est pas grave. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé vendredi à Neuilly-sur-Seine, un rabbin agressé avec une chaise après avoir été déjà victime de violences début juin à Deauville. Alain Finkielkraut, les Français de confession juive ne sont plus en sécurité? Non, bien sûr. Et pas seulement les Français. Les Américains. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Washington. Un couple israélien, mais visé comme juif, puisqu'il sortait du musée juif, il ne connaissait pas l'ancienneté, a été tué, et l'assassin a crié « Free Palestine ». De même, c'est en raison de Gaza que ce rabbin a été agressé. Les Juifs ont toutes les raisons de ne pas se sentir en sécurité. Vous disiez dans le Figaro, une bonne conscience antisémite s'installe un peu partout dans le monde. Bien sûr, parce que aujourd'hui, le mal parle la langue du bien et se répand de plus en plus sans avoir honte, parce que ce n'est plus le cri « sale juif », c'est le cri « sale raciste ». Sale juif, c'est moralement ignoble. Sale raciste, c'est ignoblement moral. De quoi les Juifs sont-ils accusés? D'être des complices actifs d'un génocide. Donc voilà, des enfants meurent et les Juifs soutiennent ce crime abominable, ce génocide, comme ne cesse de le répéter Annie Ernaux. Eh bien, à ce moment-là, oui, ils sont des cibles légitimes pour un certain nombre de gens, et les attaques, j'en ai peur, vont se multiplier. Il y a d'autres manières que cela de critiquer la politique israélienne à Gaza. Et on va en parler dans un instant, mais juste, Alain Finkielkraut, vous-même, vous aviez été victime, c'était au moment d'une manifestation de Gilets jaunes, en 2018, vous aviez été agressé, victime de propos antisémites. Est-ce que vous-même, quand vous sortez dans la rue, est-ce que vous êtes inquiet, vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Je vis dans un quartier assez tranquille. Peut-être y a-t-il des quartiers aujourd'hui où je ne devrais pas mettre les pieds. Non, pour le moment, je n'ai pas peur. Mais c'est cette grande confusion qui m'affole. C'est-à-dire le mal qui parle la langue du bien, l'antisémitisme qui revêt les habits immaculés de l'antiracisme et l'oubli qui se coule dans le devoir de mémoire, parce que disait-on à Sciences Po, Treblinka, Varsovie et maintenant Gaza. C'est adossé à la mémoire de la Shoah aujourd'hui qu'on vise les Juifs, qu'on les agresse ou qu'on les insulte. Alain Finkielkraut, je voudrais qu'on dise un mot de la situation à Gaza. Là encore, dans le Figaro, vous avez donné raison à la rabbin Delphine Orwiller qui a parlé de faillite morale concernant la politique israélienne. Comment est-ce que vous qualifiez d'abord ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'enclave, avec cette semaine encore des morts à l'occasion de la distribution d'aide humanitaire? Vous aviez marqué le débat par une très nette opposition et par rapport à la politique de Benjamin Netanyahou. Et il y a un an déjà, dans le même journal, je disais que Netanyahou est le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël. Mais j'ajoute immédiatement, non, l'armée israélienne ne commet pas un génocide. Et on voit sans cesse notamment des références au ghetto de Varsovie, encore récemment dans Le Monde. Les habitants du ghetto, les combattants du ghetto, n'avaient pas d'otages. Ils n'avaient pas le choix de déposer les armes. Donc ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut rappeler que si le Hamas, aujourd'hui ou demain, dépose les armes et libère les otages, la guerre s'arrête. Mais sur ce qui se passe là-bas, la situation humanitaire, le risque de famine, Alain Finkielkraut. Je pense que, là encore, il faut faire attention. Des centres d'aide alimentaire
vont être rouverts, ils sont attaqués par le Hamas qui n'en veut surtout pas. Mais, et là le mais est important, je suis convaincu, comme Ehud Olmert, qui était quand même un membre du Likoud, ancien Premier ministre d'Israël, je suis convaincu donc qu'aujourd'hui le gouvernement israélien est l'ennemi intérieur d'Israël. En 77 ans, aucun ennemi extérieur n'a infligé autant de mal à Israël que l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je reviens d'Israël. Qui, au fond, prend le risque de faire de ce pays un État paria dans le monde. Oui, et bien sûr que le risque existe. Il existe d'autant plus, si vous voulez, que il y a chez tous les Juifs une tentation de diviser le monde entre eux et nous. Nous, les Juifs, eux, les Goïs. Donc, quand Israël est critiqué, la tentation est grande de dire, ben voilà, c'est l'antisémitisme qui renaît, Israël est le Juif des nations. Non, non, il y a des critiques ignobles, comme celle de la France insoumise, grand parti antisémite en France, mais quand le chancelier allemand dit « je ne sais plus où voulez-vous en venir ». Parti antisémite, vous mettez dans le même sac, si j'ose dire, tous les membres de la France insoumise Écoutez, je n'en vois pas qui échappent à cette accusation par clientélisme. Leur antisémitisme est obsessionnel et forcené. Et ils ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, lors de la grande marche contre l'antisémitisme, a dit « les partisans du soutien inconditionnel au massacre ont le rendez-vous ». Donc de toute façon, les Juifs sont des soutiens inconditionnels au massacre et qu'on leur tape dessus, ça s'explique. Juste un mot, Alain Finkielkraut, est-ce qu'il faut reconnaître un État palestinien? C'est la volonté d'Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a encore redit. La question est difficile. Je sais que beaucoup de gens, de Juifs notamment, y sont opposés, disant ce n'est pas le moment. Si l'État palestinien est reconnu aux conditions posées par Emmanuel Macron. C'est-à-dire démilitarisation du Hamas. Démilitarisation du Hamas, reconnaissance d'Israël par les Arabes qui n'ont toujours pas reconnu. Alors, après mûre réflexion, je suis pour. Et pourquoi suis-je pour? Parce que Israël, certains membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui vraiment sont des monstres, ne cachent pas leur intention d'annexer la Cisjordanie. Et d'ailleurs, en réponse à cette menace d'une reconnaissance de l'État palestinien, 22 colonies de Cisjordanie ont été légalisées. Cette annexion serait une catastrophe pour les deux peuples. La perspective d'un État palestinien est très difficile à entendre pour les Israéliens parce que quand ils se retirés du Liban, ils ont eu le Hezbollah. Quand ils se sont retirés de Gaza, ils ont eu le Hamas. Je rappelle que Gaza n'est plus occupé depuis 2005 et que s'il y a eu un blocus, c'est parce que le Hamas se faisait livrer des armes. Donc, les Israéliens... Mais je pense que la seule solution pour les deux peuples, c'est la séparation. Sinon, la société israélienne elle-même deviendra de plus en plus violente. Et alors maintenant, l'antisionisme est à son comble, bien sûr. Et aujourd'hui, sionisme, c'est le nouveau synonyme de youpin, notamment dans la bouche des militants et des députés de la France insoumise. Moi, je ne me suis jamais senti aussi sioniste que je suis, qu'aujourd'hui, parce que je souffre pour le sionisme et j'ai peur qu'il ne soit détruit. Comme Ehud Olmert, j'ai peur que le sionisme lui-même ne soit détruit par Netanyahou et Ben Gvir et Smotrich. Et vous parlez de deux ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. C'est important ce que vous dites ce soir, Alain Finkielkraut, sur votre accord avec le fait de reconnaître l'État palestinien aux conditions qui sont fixées par la diplomatie française. Pour terminer, Alain Finkielkraut, je voudrais avoir votre regard sur les ambitions qui s'aiguisent en vue de 2027. Édouard Philippe favorite ce qu'on appelle le bloc central, Bruno Retailleau en embuscade, Gabriel Attal qui ne renonce pas non plus à concourir, à moins que
que l'homme de gauche que vous êtes ou que vous étiez soit le soutien d'Olivier Faure qui vient d'être réélu à la tête du Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est Olivier Faure ou homme de gauche C'est l'homme de gauche que j'étais. Si vous voulez, la gauche est désespérante. Jacques Julliard l'a dit avant moi. Elle a trahi... Vous êtes toujours un homme de gauche ou pas? Non, plus maintenant. Ah bon? Regardez ce qui est devenu la gauche. Regardez ce qui est devenu la gauche. Jacques Julliard disait la gauche, c'était la laïcité. Maintenant, c'est la défense de la baya. Bon. La gauche, c'était la République. Alain Finkielkraut, pardon, il y a encore des gens de gauche qui soutiennent la laïcité. La gauche, c'était l'école, et au nom de l'égalitarisme, la gauche a contribué à détruire l'école. Donc je ne compte plus. Donc vous êtes de droite? Je ne sais pas, non. Ah bon? Mais je ne compte plus sur la gauche, parce que il y a d'abord la gauche antisémite, et une gauche sans idée, sans pensée. Raphaël Glucksmann, par exemple. Je n'ai pas l'impression qu'il ait pris la mesure de la situation tragique dans laquelle se trouve notre nation. Mais ce que je constate dans ce débat qui a commencé autour des élections présidentielles, c'est que le « en même temps » est mort. Et vous vous en félicitez? Ben oui, j'en ai donné un exemple tout à l'heure quand même, qui était absolument affligeant. Donc le « en même temps » n'a plus de sens, ce n'est plus un slogan, c'est un repoussoir. Le centre, grâce à cela, retrouve des couleurs, la droite aussi, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis précisément parce que une droite forte, ça peut nous éviter l'expérience du Rassemblement national, qui n'est plus un parti collaborationniste, mais dont le programme économique est aberrant et qui reste, malgré certaines faibles dénégations, un parti poutinien. Mais donc simplement, si le premier tour était demain, vous voteriez pour qui? Pour qui je voterai demain? Ça, je n'en sais rien encore, mais vous serez le premier à l'apprendre si vous me réinvitez. J'espère, et vous le direz sur ce plateau. Merci Alain Finkielkraut d'être venu nous voir dans C'est pas tous les jours dimanche.